Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on vient de vivre la victoire de Tadej Pogačar en haut du plateau de Bay avec 1 minute 08 d'avance sur Jonas Vingegaard et avec plus de 2 minutes d'avance sur Remco Evenepoel. Quelle étape magnifique. Est-ce qu'on se souviendra longtemps de cette étape, Pascal Chanteur, Vincent Barthaud? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On s'envoie. Antoine Mazère, est-ce que tu t'en souviendras longtemps de cette étape? Oui, comme de ce duel que je pense qu'on va encore en avoir pendant, on croise les doigts, mais pendant une dizaine d'années, tellement ils sont jeunes, tellement ils sont impressionnants. Je pense qu'on est parti pour vivre peut-être l'un des plus grands duos de l'histoire du cyclisme, en tout cas du 21e siècle, ça c'en est certain. Et quel moment on a vécu aujourd'hui et quelle victoire de Pogačar. Est-ce qu'on se souviendra longtemps de cette étape, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur? Est-ce qu'elle est à mettre dans le tiroir des étapes marquantes? Ah oui, indéniablement, elle fait partie des plus belles étapes du Tour de France. Surtout la confrontation Vingegaard-Pogačar. Aujourd'hui, elle tourne en faveur de Pogačar, mais en tant que duel, c'est une étape magnifique et Pogačar a encore une fois couru à l'économie et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de reprendre plus d'1 minute sur son adversaire qui est Vingegaard. À un moment durant la course, Pascal, tu as dit Tadej Pogačar n'a qu'à suivre, les Visma font le travail pour lui. C'est que tu le ressentais ainsi? Bien sûr, mais tout au long de la journée, ils ont très bien joué le coup, encore une fois les UAE, en lançant Adam Yates à l'avant, ce qui a fait travailler énormément l'équipe Visma Lease Bike. Et puis dans le final, ils étaient à égalité en nombre d'hommes. Et puis là-dessus, je pense qu'il y a une petite erreur de tactique de Vingegaard en faisant rouler un peu trop fort. Trop fort. Mathieu Jorgensen. Pascal. On t'a perdu. C'est vrai qu'on était un peu surpris, Quentin, que Mathieu Jorgensen soit autant mobilisé avec cette puissance-là si tôt, à 10 km, à plus de 10 km de l'arrivée. Bah oui, c'est ça, parce que c'est à 10 km finalement que du coup son leader a été obligé d'attaquer. Vingegaard, il a attaqué à 10 km de l'arrivée. C'était peut-être, et c'est maintenant on l'a vu, c'était beaucoup trop tôt, et du coup il s'est retrouvé seul assez tôt dans cette course, et donc oui, forcément. Une fois qu'on a vu le résultat, on se dit que cette stratégie, c'était pas la bonne. Après, il fallait tenter. De toute façon, il y avait déjà 2 minutes de retard pour la Visma. Donc, si tu prenais pas de risque aujourd'hui, tu les prenais jamais. Hélas, pour eux, la stratégie, elle s'est pas trouvée payante. Et ils ont peut-être attaqué beaucoup trop tôt. Est-ce qu'on a retrouvé Vincent Barthaud, Pascal Chanteur? On essaye de les retrouver. Rémi Mességuet, un dernier point avec toi avant de faire le conseil de classe. Selon toi, est-ce qu'il était obligé d'attaquer Jonas Vingegaard quand Mathieu Jorgensen saute, donc termine son travail? Est-ce qu'il était vraiment obligé d'attaquer aussi loin? J'ai envie de dire oui. Parce qu'en fait, Tadej Pogačar a encore Joao Almeida et Adam Yates, qui sont des dangers au classement général. On va pas se mentir, aujourd'hui, ils font 5 et 6. Les deux, Adam Yates et Joao Almeida. Et donc, Tadej Pogačar, il aurait envoyé ses deux compagnons devant et Jonas Vingegaard aurait dû suivre pour pas voir des concurrents au podium se rapprocher, tout simplement. Donc je pense que en fait le problème ce n'est pas que Jonas Vingegaard est attaqué aussitôt, c'est que ses coéquipiers n'étaient plus là à 10 km de l'arrivée. C'est ça le problème majeur selon toi, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur? Non mais Vingegaard il peut pas s'esseler et ses équipiers ils sont contraints de rester autour de lui pour l'accompagner le plus longtemps possible. Le véritable problème, c'est clair, c'est d'avoir laissé partir Adam Yates. Mais Adam Yates, c'est logique que UAE fasse ce genre de choses. Lui, il est là pour essayer de revenir dans le match. Le podium n'est pas encore fait. Adam Yates a toute capacité à reprendre la 3e place à Evenepoel et c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Et le but de Vingegaard, c'est de ne pas faire rentrer, de ne pas laisser rentrer dans le dernier trio de tête un adversaire potentiel et surtout un équipier de Pogačar. Mais la convention du cyclisme, tacite évidemment, mais elle obligeait vraiment Jonas Vingegaard à faire son attaque, à faire son effort au moment où Mathieu Jorgensen a terminé le sien. Est-ce qu'il était vraiment obligé d'attaquer ?
Non, bien sûr que non, c'est ce que je disais. Moi, j'aurais laissé faire. Je l'ai dit dans le direct. Ça aurait fait un petit statu quo. Ça aurait certainement monté un coup vite, un coup moins vite. Il y aurait peut-être eu une attaque de Evenepoel ou d'un autre coureur, mais j'aurais retardé l'échéance le plus longtemps possible. Moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, Vingegaard a joué le podium. Parce qu'en roulant comme il a roulé et en ayant Pogačar sur le porte-bagages, c'est la sensation que ça me donne. Il a joué, il a roulé pour consolider sa deuxième place aujourd'hui. Ouais, c'est la lecture que tu as toi aussi, Vincent. Il a pas roulé pour la gagne, là, Jonas Vingegaard? Non, après, à partir du moment où il faut rouler, si Pogačar il saute, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire qu'il a été cherché à consolider sa deuxième place sur le podium, d'essayer de creuser le plus de temps possible par rapport à Evenepoel. Et voilà, il savait sûrement qu'il allait se faire contrer par Pogačar, mais ce qu'il veut regarder, c'est avant le dernier contre-la-montre à Nice, c'est avoir un bon petit matelas par rapport à Evenepoel. Je pense que Vingegaard maintenant se sent, sait qu'il a perdu le Tour de France, donc il veut être battu que par Pogačar. Il n'a pas envie d'être battu non seulement par Pogačar, mais aussi par Evenepoel. Il a envie de finir deuxième, comme Pogačar a fait l'an dernier. Voilà, ils vont se retrouver à 2 tours de victoire chacun, deux victoires de 3 Tours de France chacun, tous les deux. Et voilà, donc non, 3 victoires pour Pogačar, je vais y arriver. 2 pour Vingegaard. Et 2 pour Vingegaard. Voilà. Mais on pense que effectivement, il a voulu creuser par rapport à Evenepoel. On va tout de suite attaquer le conseil de classe. Sud Radio Sport, le conseil de classe. Mais avant toute chose, je dois vous donner évidemment l'ordre d'arrivée dans ce classement de l'étape Loudan-Vielle, plateau de Baye, 198 km. Victoire donc de Tadej Pogačar en 5h13 minutes et 55 secondes, 1 minute 08 d'avance sur Jonas Vingegaard. Deuxième, Remco Evenepoel, troisième à 2,51. Quatrième, Mikel Landa à 3,54. Cinquième, Jean Almeida 4,43. Sixième, Adam Yates à 4,56. Septième, Buitrago à 5,08. Dans le même temps que Carlos Rodriguez. Neuvième, Richard Carapaz à 5,41. Dixième, Félix Gall à 5,57. Tobias Johansson à 6,27. Derek Guy 6,29, tout comme Giulio Ciccone. 14e, Lorenz de Plus à 6,54. Henrik Mas 7,35. Jane Des 16e à 8,44 et Matteo Jorgensen qui a complètement explosé à 9 minutes 30. Au classement général désormais, eh bien Tadej Pogačar est donc toujours leader à 3 minutes 09 d'avance sur Jonas Vingegaard. Le Belge Remco Evenepoel complète le podium avec 5 minutes et 19 secondes. Quatrième, c'est João Almeida en 10,54. Cinquième, Mikel Landa en 11,21. Sixième, Carlos Rodriguez en 11,27 de retard. Adam Yates est septième avec 13,38. Huitième, Giulio Ciccone avec 15,48. Neuvième du général, le coureur canadien de la Israël Première Tech Derek Guy à 16,12. Et enfin le 10e au classement général, c'est Santiago Buitrago de Bahreïn Victorious à 16,32. 3 catégories. Les avertissements, les compliments, les félicitations. Ils vont tous donner leur avis. Rémi Mességuet, Vincent Marteau, Pascal Chanteur, Antoine Mazer, Quentin Cavanis. Mais pour ces prix-là, pour ces distinctions-là d'avertissements, compliments et félicitations, ce sont des équipes que l'on met en lumière. On attaque tout de suite par les avertissements. Méfiez-vous, parce que si je vous revois, moi je vous écrase. Et puis j'ai pas de temps à perdre, faut que j'aille jusqu'à Esnay. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois vous serez en avance sur Lorraine. Avertissement. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Avertissement à qui veut inaugurer ce conseil de classe de la 15e étape du Tour de France? Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, lequel de vous deux s'y colle? Je vais y aller, moi, je vais y aller. Allez Vincent, avertissement. La mauvaise équipe, je suis un peu déçu. Moi, je vais dire Ineos parce que j'ai trouvé que leur leader, Carlos Rodriguez, était un peu isolé. Il est parti dans l'échappée, voilà, mais il a fait beaucoup d'efforts. Il a effectivement, soit ça partait sur un bon coup, il pouvait faire une bonne place au général, mais il n'a pas été dans le coup tout de suite. Et effectivement, on a du mal à retrouver la grande équipe Ineos.
Ouais, ils avaient donc Carlos Rodriguez dans le groupe maillot jaune et ils avaient Lorenz de plus dans la tête de la course et l'un n'a pas pu travailler pour l'autre au final. Hein. Ça n'a pas fonctionné pour la Ineos Grenadier. Pascal Chanteur, est-ce que tu as une autre équipe à nous faire parvenir ou tu es d'accord avec le choix d'Ineos de Vincent? Non, je vais choisir Decathlon AG2R la mondiale parce que on sort des Pyrénées et pour l'instant on les a très peu vus. Et Félix Gall subit. Ouais, on rappelle, hein, je crois que si je me trompe pas, hein, Pascal, tu me corriges, que la Decathlon AG2R la mondiale arrive avec un statut de 3e meilleure équipe du monde sur le Tour de France. Hein. Au moment où ils arrivent sur le Tour, ils sont 3e au classement UCI, mais ils n'ont aucune influence pour l'instant sur ce Tour. C'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est ça. Hein. Ouais, c'est franchement surprenant. Ils sont venus avec de fortes prétentions et pour l'instant, ils sont un peu invisibles sur ce Tour de France, c'est dommage. Ouais, très compliqué pour le Decathlon AG2R, la mondiale. Rémi Mességuet, ton conseil de classe, avertissement à qui ce soir? Alors, compliqué parce que j'ai pas forcément vu l'étape vu que j'étais devant, mais d'après ce que je vous entends dire, moi je mettrais peut-être un avertissement à Groupama FDJ. Voilà, parce que c'est une équipe qui est venue... Abandon de poste. C'est ça, parce que où est l'ennemi Martinez, où est David Godu, où est Romain Grégoire. On a vu personne devant l'équipe Groupama FDJ, c'était une étape. S'il y avait une échappée qui était un petit peu taillée pour elle, et là finalement, on l'a vu nulle part. Et je vais pas vous mentir, j'ai toujours pas vu un Groupama FDJ arriver. Ça fait 17 minutes que Tadej Pogacar a passé la ligne. Il y a toujours pas un Groupama FDJ qui a passé la ligne. 17 minutes après Tadej Pogacar. Je veux bien qu'on perde du temps par rapport au classement général, mais là, ça fait beaucoup. Ah bah le premier FDJ avait déjà 1 heure de retard avant la journée. Grégoire est pas arrivé. Non, là j'ai pas vu un FDJ arriver. Non, il y a Guillaume Martin qui vient d'arriver, le corps de la Cofidis, 20e de l'étape aujourd'hui. Petite info, les délais seront de 53 minutes 22. Ah, c'est important à signaler, c'est effectivement 53 minutes. Je pense que ça va le faire aujourd'hui pour les délais pour tout le monde, mais on va quand même regarder ça. A priori, Cavendish est à 37 minutes actuellement, donc on surveillera ça. Donc, on a d'un côté la Ineos Grenadier, de l'autre côté on a AG2R la mondiale Decathlon, de l'autre côté on a Groupama FDJ. On a pour l'instant 3 équipes différentes sur les avertissements. Quentin, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous proposer ou tu as trouvé ton bonheur? Ah, moi j'ai trouvé mon bonheur, je voulais taper sur la FDJ aussi, donc voilà, Rémi l'a fait avant moi, mais pour les mêmes raisons. Tu te dis, avant cette étape-là, il n'y avait pas un des membres de la FDJ qui était à moins d'1 heure de Pogacar. Là, ça va être quasiment 1h30, je pense, ce que ça va donner à la fin de cette étape. Donc c'est assez terrifiant. David Godu, celui qui est censé être le leader de cette équipe, avait plus de 2 heures de retard. Voilà, Lenny Martinez, l'espoir de cette équipe, était à 3 heures, dernier français au classement général avant cette étape. Donc tu te dis que voilà, c'est extrêmement compliqué ce tour pour la FDJ. Quand tu penses qu'il y a quelques années, tu avais des espoirs de podium avec Godu ou avec Pinot, et aujourd'hui tu te dis que péniblement ils peuvent faire une 3e place et qu'ils en seraient contents sur une étape. Voilà, c'est quand même assez terrifiant. Ouais, donc Quentin Cavendish qui va dans ce sens-là. Et puis enfin Antoine Mazère, ton choix? Le même parce que la FDJ, Marc Madiot le disait en conférence de presse ce matin et hier soir également. Il avait un discours assez un petit peu alarmant. Si tu tentes pas, t'es mort. Voilà, tu tentes pas, t'es mort. Ils ont pas tenté. Ils ont pas tenté beaucoup. En tout cas, ils ont pas mis les bons pions pour tenter. Ils avaient pas forcément le bon game plan aujourd'hui. Donc voilà, une nouvelle fois, ils avaient dit qu'ils feraient quelque chose. On les a pas vus. Avertissement à cette équipe de la Groupama FDJ. Donc avertissement à la Groupama FDJ. Place maintenant au compliment. Tout va bien, très bien. Compliment. Comment on est stylé. Quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Je suis hyper content. T'es mignon, mais tu es un tout petit peu con. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. T'as vu, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de moi parce qu'elle a dit je suis mignon. Avec donc les compliments Quentin Cavendish, et on va commencer par Antoine Mazère.
Je vais mettre un compliment à cette équipe quand même de Soudal parce que honnêtement Remco Evenepoel ça a été compliqué, mais Mikel Landa ils ont quand même fait une course plutôt intelligente. Ils sont pas passés loin, ils limitent la casse et leur objectif eux c'est pas d'aller chercher le maillot jaune, c'est pas d'aller chercher forcément des grosses victoires d'étape, c'est d'assurer au début du Tour de France un top 5 mais maintenant un top 3. Et Remco Evenepoel pour son premier Tour de France il a eu des galères mais il s'accroche et honnêtement la stratégie de la Soudal est plutôt intéressante. Donc la Soudal qui avait pourtant deux hommes pas mal, Remco et Landa. Est-ce qu'ils auraient pu mieux faire? Bon, matière à débat. En tout cas, compliment. On n'est pas sur les félicitations, mais compliment à la Soudal. Quel est ton avis, toi, Vincent ou Pascal? Mais moi je vais faire pareil à la Soudal parce que c'est vrai que Landa ils sont un peu esselés avec Evenepoel, ils sont tous les deux, ils ont quand même moins d'équipiers autour d'eux par rapport à la Emirates. Donc je pense qu'il s'en sort pas mal. Voilà, on va essayer d'aller chercher ce podium sur Paris, ce qui serait pas mal. Ce qui voudra pas dire non plus que c'est un prochain vainqueur du Evenepoel, mais pour l'instant, effectivement, s'il arrivait à finir troisième à Paris avec le peu d'équipiers à Nice cette année qu'il avait à Nice, le peu d'équipiers qu'il avait à ses côtés, il s'en sera bien sorti. Voilà donc pour c'est le choix de Vincent, la Soudal qui est un choix partagé par Antoine Mazer. Pascal Chanteur. Moi, si vous voulez bien, je vais mettre deux équipes EF Dimension et puis la deuxième équipe Red Bull Bora. Alors pourquoi Red Bull Bora pour s'être remobilisé après avoir perdu son leader, trois coureurs dans l'échappée. Ils ont tout tenté pour essayer de remporter cette étape. Et EF avec Benelli qui est aux avant-postes depuis déjà quelques jours, qui tente sa chance, qui est présent, qui pèse sur la course, même si ça réussit pas parce qu'encore une fois, on a les fantastiques à l'avant qui jouent le classement général et puis un Carapaz qui a tout donné aujourd'hui. Voilà, mes félicitations aujourd'hui. Ça, j'ai cru que tu allais me mettre la Movistar, Pascal. J'étais à deux doigts de faire une syncope. Mais d'accord, ok. Quentin Cabanis, ton choix? Moi, je vais me joindre au choix d'Antoine et de Vincent. Donc la Soudal, Rémi Ségué. Oui, moi je vais me joindre à un choix aussi, c'est l'IF Education First pour effectivement Benelli qui est toujours à l'avant et aujourd'hui Richard Carapaz qui a essayé. Même c'est ce que je disais sur les groupes en main, ils n'ont pas essayé, mais au moins IF essaye tous les jours et peut-être qu'un jour ils vont finir par la mettre au fond. Bon, on espère pour eux. Allez, place aux félicitations. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Félicitations. J'aime me beurrer la biscotte. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir. Félicitations à UAE ou est-ce que quelqu'un a une voix dissonante? Movistar, non je rigole. On est tous d'accord pour la donner à UAE. Pourquoi c'est une bonne course du UAE, Pascal Chanteur, aujourd'hui? Parce que ça fait déjà 2 jours qu'ils font pas de faute stratégique et ça c'est une bonne chose. Ça fait 2 jours que Pogačar court à l'économie jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée. Ça démontre qu'il est pas spécialement obligatoire d'attaquer à plus de 30 km de l'arrivée pour gagner des courses. Et ouais, c'est vrai que le message est plutôt intéressant. Vincent, tu confirmes? UAE en maîtrise, hein. Oui, exactement. On a un peu le même scénario que la veille quand Adam Yates essaie de sortir. Voilà, il attend Pogačar. Là, il a été dans le groupe de cette échappée. Ça a fait travailler les autres. Voilà, ils sont sur un petit nuage pour l'instant. Ils ont leur petit matelas. Tout va bien dans cette équipe. Tout fonctionne le mieux pour effectivement aller gagner ce 3e tour à Nice. Ouais, voilà donc pour la team UAE. Voilà donc pour le conseil de classe que vous avez vécu sur Sud Radio. Avant de se projeter sur la 3e semaine, un petit retour d'expérience avec Rémi Mességué, Vincent Marteau et Pascal Chanteur. Ce week-end pyrénéen, Rémi Mességué, toi tu as vécu au cœur de cette 15e étape. Les Pyrénées qui ont encore une fois été décisives cette année donc. Hein. Oui, décisives alors qu'il reste les Alpes. Donc c'est dire combien ces Pyrénées sont redevenues une plaque tournante du Tour de France.
mais aussi grâce à ces stratégies de Tadej Pogačar, on peut lui rendre hommage parce que une fois de plus, c'est grâce au fait qu'il attaque dès qu'il peut attaquer que les Pyrénées sont redevenues décisives lorsqu'elles sont au milieu du Tour de France. Donc on a vécu un très grand week-end de vélo et l'étape reine du 14 juillet a tenu toutes ses promesses. Ouais, et en termes sur le point populaire, quel est ton retour d'expérience, toi, au cœur de la caravane du Tour de France, Rémi? On en entendra plus demain dans ton reportage, mais là, quel est ton ressenti? Ah ben, là, c'est incroyable, hein, d'un point de vue populaire, du monde sur le bord des routes, les personnes qui s'écartent dès le Pays Ressourd d'aujourd'hui. C'est dire la première ascension de la journée sur 5 cols, et les personnes qui se sont écartées, on a vu du monde. C'était un dimanche, c'était le 14 juillet, et c'était impressionnant. Merci beaucoup, Rémi Mességuier, d'avoir été avec nous, et évidemment les réactions à ton micro dans la matinale dès demain matin. Parlons un petit peu de cette deuxième semaine, troisième semaine, mais avant toute chose, Pascal, c'est vrai que la place des Pyrénées était assez centrale cette année. On savait qu'il allait se passer des choses. On n'a pas été déçus pour le coup parce que voilà, le scénario de ce Tour de France s'est ficelé dans ces Pyrénées-là. Avant d'évoquer cette troisième semaine, il y a eu un rôle charnière pour les montagnes pyrénéennes cette année. Oui, les Pyrénées ont été très importantes, mais vous savez, la traversée de la France que l'on a pu avoir ont été aussi très très difficiles, et c'est peut-être aussi pour cela que les Pyrénées ont été aussi importantes cette année, parce que ça faisait plusieurs jours que les coureurs sur les routes contre le vent et contre comment je pourrais dire, sur les reliefs accidentés pour traverser la France. Ouais, et on sent que ça a été, c'est vrai que ça a été une semaine difficile. Parlons de la troisième semaine, Vincent Barthaud. On a donc des mardis, Gruissan, Nîmes pour une probable arrivée au sprint. On aura ensuite la 17e étape avec Saint-Paul-Trois-Châteaux, super dévolué, avec franchement une étape assez accidentée qui devrait finir assez casse-pattes quand même. Ensuite, on a un Gap Barcelonnette, là aussi avec énormément de petites ascensions, un profil accidenté pour la 18e étape. Ensuite, Embrun, Isola 2000. Là, pour le coup, on a 2 cols hors catégorie. On est toujours au-dessus de 2000 mètres. Mais elle est courte. Alors oui, 144 km, mais col de Vars 2109, cime de la Bonnette 2802 mètres d'altitude, et Isola, donc l'arrivée à Isola à 2024 mètres d'altitude. Là pour le coup, c'est quand même de la très haute montagne. Et puis enfin, on aura Nice, col de la Couillole pour l'avant-dernière étape, et puis la dernière, donc c'est ce contre-la-montre Monaco-Nice. Vincent, est-ce qu'il y a des étapes importantes là que tu notes dans cette troisième semaine? Bah forcément, mais déjà je pense que moi je vais parler pour les coureurs. Il y a la journée de repos qui arrive demain, qui va vraiment faire du bien avant d'entamer cette troisième semaine. Après la journée de repos, malheureusement ça attaque déjà, ça va rouler vite de nouveau, beaucoup de vent, ça va quand même pas être évident. Et puis le surlendemain où on part, tu l'as répété tout à l'heure, Saint-Paul-des-Trois-Châteaux pour arriver à Super Dévoluy, qui va pas être une étape facile, mais de toute façon cette dernière semaine est vraiment très difficile. On parlait ce matin avec Pascal, avec le directeur du Tour Thierry Gouvenou, il nous expliquait vraiment jusqu'à l'arrivée de Nice, cela va être vraiment très très difficile. L'étape la plus facile de cette dernière semaine, c'est celle de demain, parce que c'est la journée de repos. D'après-demain, oui. Exact. On va tout le temps être dans le dur, donc voilà, avec un contre-la-montre final, non, vraiment, certes 3 minutes d'avance pour Pogačar, on peut imaginer que c'est bien parti pour lui, mais encore une fois, attention, la dernière semaine est vraiment très difficile, il va vraiment pas falloir avoir une journée sans, parce que ça peut devenir catastrophique. Est-ce que le Tour est joué forcément c'est la question que je me pose en relief de cette troisième semaine, parce que on rappelle mais c'est intéressant parce que Tadej Pogačar il a fait le Giro, il a gagné le Giro, mais il ne sait pas comment il va se comporter sur la troisième semaine. Bon, il a un niveau de forme quand même extraordinaire, mais est-ce qu'il est à l'abri de tout vraiment, Tadej Pogačar, Pascal Chanteur, Vincent Barthaud? Il n'est pas à l'abri d'une défaillance, même vous savez,
Il a fait le Giro, mais il a eu le temps de récupérer entre deux. C'est un athlète hors norme, donc voilà, normalement ça devrait bien se passer. Mais il n'est pas à l'abri d'une défaillance. Pour moi, Ouais, pour oui. moi, Pogacar aujourd'hui a qu'un objectif, c'est d'accompagner Vingegaard le plus longtemps possible. Et puis surtout, c'est que Vingegaard aujourd'hui doit tenter d'être au même niveau que Pogacar, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que Vingegaard, On sait que Jonas Vingegaard, il peut finir fort. Hein. Oui, mais Pogacar aujourd'hui, il peut rouler dans la roue de Vingegaard à 80%. Donc c'est déjà plus simple, 80-90%, je ne sais pas à quel niveau il se situe, mais c'est très important pour lui de courir avec sur la réserve, surtout intelligemment et puis dans le final, faire comme il a fait ces 2 derniers jours et je pense que si j'étais son directeur sportif, c'est ce que je lui indiquerais au maximum, c'est d'accompagner Mais Pascal, dans le final. est-ce qu'il y a quand même une zone d'incertitude sur l'état de forme de Tadej Pogacar? On sait qu'il est très fort, mais est-ce que parce que quand même on le sait, hein, le doublé de Giro Tour de France est très compliqué à assumer. Il y a toujours cette inquiétude de la 3e semaine pour le coureur qui le tente. La 3e semaine, elle est casse-pattes tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas une mini crainte que Tadej Pogacar, il se sente moins bien, mince, il était pas bon sur l'arrivée à Super Dévolué, il se sentait pas très bien, Barcelonnette, casse-pattes, pas très bien non plus, et puis boum, Col de Vars, il éclate. Alors c'est pas trop l'habitude de Tadej Pogacar, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude, une toute petite opportunité qui peut rester dans la tête de la Visma? Alors il a une incertitude parce que pour nous, parce qu'on l'a vu des fois craquer dans la dernière semaine. Mais il a une telle marge. Le Giro, il l'a gagné d'une telle manière que le Giro, il était à 100%, allez, 4-5 minutes sur les étapes qu'il a pu gagner. Donc aujourd'hui, sur le Tour de France, avec ses 3 minutes d'avance, il a ce match-là et qui lui permet de pouvoir voir venir. Aujourd'hui, lui, il est dans une position d'attente maintenant. Maintenant, c'est à Vingegaard, encore une fois, de tenter de l'attaquer, de tenter de progresser pour essayer de revenir à son niveau, chose qu'il n'a pas aujourd'hui. Oui. Merci Pascal, merci Vincent d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va basculer dans quelques instants avec le journal des sports de Quentin Camenis, le journal de l'Euro, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui se sont passées. Merci à vous deux et bonne route en direction de Gruissan désormais pour Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Belle soirée les gars. Salut.